Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, je vais vous parler dans le cadre de la semaine du cerveau de comment faire travailler son cerveau pour aller mieux en enrichissant son environnement, ce qui me paraît particulièrement important dans le contexte actuel. Donc pour commencer, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. Donc, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Alice Guyon. Je suis chercheure au CNRS, directrice de recherche à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à Sophia Antipolis. Et je suis au départ neurobiologiste. Alors, je vais te faire avancer. Voilà. Donc, ma spécialité, c'est ma formation, ça a été une formation en neurosciences. Je me suis tout de suite intéressée au réseau de neurones, au cerveau et à toutes les petites cellules qui constituent le cerveau. Donc, dans le cerveau, il y a ces cellules qui transmettent l'information qu'on appelle les neurones, mais il y a également beaucoup d'autres types cellulaires, en particulier des cellules qu'on appelle les glies, qui tirent son nom du fait qu'au début, c'était des cellules qu'on pensait être juste utiles pour coller les neurones entre eux, mais en réalité, depuis, on s'est aperçu qu'elles ont des rôles très importants au sein du cerveau. Non seulement elles nourrissent les cellules nerveuses, elles permettent d'accélérer l'influx nerveux, en particulier les oligodendrocytes. Les astrocytes contribuent à nourrir les neurones, à éliminer les déchets, mais également à la communication. Et les microglies sont les cellules de défense dans le cerveau. C'est un petit peu les cellules immunitaires du cerveau. Et donc, je me suis intéressée à toutes ces cellules et leurs interactions entre elles. Et vous savez bien que le rôle du cerveau est très important dans l'organisme. C'est vraiment la tour de contrôle de notre organisme. C'est lui qui permet d'intégrer toutes les informations sensorielles, de contrôler la motricité, de contrôler la pensée, la créativité, l'imagination. C'est le support du rêve, de la mémoire, etc. Mais pour que ce cerveau fonctionne bien, bien entendu, il faut qu'il soit en lien avec tout le reste de l'organisme. En particulier, il a besoin de nutriments, donc d'un apport en glucose, en oxygène. Il faut savoir que, par exemple, le cerveau constitue seulement 2% de notre masse corporelle, mais à lui tout seul, il consomme au moins 20% du glucose de l'organisme. Donc, il a besoin de beaucoup d'apports en sucre et en oxygène. Et pour que tout cela se fasse bien, il faut qu'il y ait une bonne circulation, une bonne respiration, un bon métabolisme dans l'organisme et une alimentation saine et équilibrée qui permettent de lui apporter tous les apports en lipides et en glucides dont il a besoin. Et également, pour que le cerveau fonctionne bien, il faut qu'il y ait une élimination des déchets qui se fasse, donc une bonne circulation également. Vous avez probablement entendu parler de la maladie d'Alzheimer. Eh bien, elle est en partie due à l'accumulation de déchets toxiques dans le cerveau, comme le peptide bêta-amyloïde qui précipite et qui crée des plaques qui deviennent toxiques pour le cerveau. Donc, pour un bon fonctionnement du cerveau, il faut également que tout le reste de l'organisme fonctionne bien, le système circulatoire, le système respiratoire, et on va voir aussi le système immunitaire. Alors, le cerveau n'est pas isolé, il fonctionne en collaboration avec tout le reste de l'organisme. Et une part importante des autres systèmes qui sont en étroite interaction avec le cerveau, c'est le système endocrine, le système des hormones. Et donc, par la suite, je me suis vraiment intéressée aux interactions entre cerveau et système endocrine. Donc, le système endocrine, c'est un système qui fait intervenir un certain nombre de glandes dans l'organisme. Et vous voyez que parmi ces glandes, il y a des parties du cerveau qui sont impliquées. Notamment, l'hypophyse est une glande endocrine qui va libérer plein d'hormones dans le sang qui vont aller influencer énormément d'organes cibles de ces hormones dans tout l'organisme. Et donc, par exemple, vous avez le rein, des hormones qui vont jouer sur la production de l'urine, des hormones qui vont jouer sur les organes sexuels, la parturition, des hormones qui vont jouer sur la thyroïde et provoquer la production d'hormones thyroïdiennes, des hormones libérées par l'hypophyse qui vont jouer également sur les surrénales et donc provoquer la libération d'hormones de stress et également des hormones de croissance. Donc toute une variété
d'hormones libérées par le cerveau qui vont exercer un contrôle très varié sur plein de fonctions de notre organisme. Donc, outre ces glandes, il y a également, donc on a vu la glande thyroïde, le thymus, les glandes surrénales, le pancréas et les glandes sexuelles qui vont libérer des hormones dans le sang. Donc, le principe de ces molécules, les hormones, c'est qu'elles sont libérées à un endroit de l'organisme et qu'elles vont agir à distance. Comme on va le voir, le système nerveux et ce système endocrine sont étroitement liés. Donc, au cours de ma carrière, après m'être intéressée uniquement au système nerveux, j'ai élargi à ce système endocrine. Et plus récemment, j'ai encore élargi un autre système qui est le système immunologique. Donc, le système immunitaire, c'est un système qui est un système de défense de l'organisme. Sa fonction principale, c'est de protéger, de défendre l'organisme. Et il est constitué de plusieurs organes. Donc, vous avez la moelle osseuse et le thymus, qui sont les organes lymphoïdes dits primaires, parce qu'ils vont permettre la maturation de lymphocytes B pour la moelle, bone marrow en anglais, donc B, et T pour le thymus. Et puis, il y a tout un autre ensemble de lymphocytes, d'organes lymphoïdes dits secondaires, comme la rate, les amygdales, les ganglions lymphatiques, puis tout le système lymphatique, où vont circuler et patrouiller en permanence les cellules immunes pour assurer la défense de l'organisme, pour vérifier qu'il n'y a pas une infection, qu'il n'y a pas envahissement par des corps étrangers dans notre organisme. Donc, il y a plusieurs réponses immunitaires, une réponse qu'on dit innée et une réponse qu'on dit adaptative, qui fait intervenir la mémoire, donc formation de lymphocytes mémoire, et puis production par les lymphocytes B d'anticorps qui vont pouvoir aller agir contre les corps étrangers, le non-soi. Et donc, j'en suis venue dans ma recherche à m'intéresser vraiment aux interactions entre tous ces systèmes et même aux interactions du corps avec l'environnement extérieur au corps. Donc, on en est venu au laboratoire à pratiquer la psycho-neuro-immuno-endocrinologie, donc s'intéresser au comportement, aux bases nerveuses de ce comportement et les interactions avec les systèmes immunitaires et endocrinologiques. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler des interactions entre cerveau et système immunitaire. Donc on va s'intéresser surtout à la neuroimmunologie. Et on va aborder différents aspects. On va commencer par voir comment le système immunitaire influence le cerveau en conditions pathologiques, puis en conditions physiologiques. Puis on verra à l'inverse comment le cerveau peut influencer le système immunitaire. On donnera quelques exemples et on essaiera d'explorer les mécanismes. Et puis, je vous expliquerai le rôle important de l'environnement sur ce système neuro-immunologique. Et là, on partira des exemples dans l'expérimentation animale. On va parler de la souris dans un premier temps, puis on verra à quoi ça peut correspondre chez l'homme. Donc, le système immunitaire influence le cerveau. Donc, on va d'abord voir cet aspect-là. Comment est-ce que le système immunitaire peut avoir des conséquences sur le fonctionnement du cerveau? Donc, tout d'abord, en conditions pathologiques. Bien, en conditions pathologiques, vous avez sûrement déjà observé que quand vous êtes malade, si vous avez une grippe ou si vous avez le Covid-19 ou n'importe quelle pathologie infectieuse, bien, vous avez un comportement altéré, ce qu'on appelle le comportement de maladie ou sickness behavior. C'est un comportement qui se développe chez les malades au cours de l'infection et qui est caractérisé par une grande fatigue, de l'anxiété, souvent la perte de l'appétit, des difficultés à se concentrer, mais également l'augmentation du seuil, enfin la diminution du seuil de douleur. On est plus sensible à la douleur. Et puis, on n'a plus trop envie d'aller se laver. C'est ce qu'on appelle le grooming chez les animaux. Et on a une espèce de comportement dépressif. Donc, ce comportement, l'ensemble de ce comportement, on sait maintenant qu'il est causé par la production de cytokines inflammatoires par les cellules immunes. Donc, les cellules immunitaires, en réponse à l'infection et à l'inflammation périphérique, vont se mettre à libérer ces substances dans le sang. Et ces substances, qu'on appelle cytokines et chimiokines, vont aller agir au niveau du système nerveux. Alors, comment ça marche? Comment est-ce que ces signaux humains peuvent-ils être transmis de la périphérie jusqu'au cerveau? Eh bien, il y a plusieurs voies qui ont été identifiées. La première voie, c'est la voie nerveuse.
En effet, il y a des nerfs, notamment le nerf vague et les nerfs trigéminaux, qui vont de la périphérie au cerveau, qui vont informer le cerveau de l'état de la périphérie de tout le corps. Et en fait, ces nerfs sont sensibles aux cytokines pro-inflammatoires. Il y a des récepteurs sur ces nerfs aux cytokines. Et donc, lorsque le taux de cytokines augmente dans le sang, eh bien, le cerveau va être informé via cette voie nerveuse de l'état inflammatoire périphérique et ça va pouvoir moduler les réseaux de neurones du cerveau qui gouvernent un certain nombre de comportements, dont les comportements alimentaires dont je vous ai parlé, le comportement de le sommeil, etc. La deuxième voie qui intervient, c'est la voie humorale. On a parlé tout à l'heure des hormones qui circulent dans le sang et qui peuvent aller influencer un certain nombre d'organes. Eh bien, ces hormones peuvent également influencer le cerveau. Et puis, il y a d'autres molécules comme les cytokines et les chimiokines dont je vous parle, qui sont libérées lors d'une inflammation, qui vont aller agir également sur les réseaux de neurones du cerveau, sur les molécules, sur les cellules du cerveau pour modifier l'activité cérébrale et donc le comportement. Enfin, il y a la voie lymphatique. Dans les vaisseaux lymphatiques circulent toutes les cellules immunitaires, les monocytes, les lymphocytes T, les macrophages. Et également, donc ces lymphocytes, en circulant, vont pouvoir aller dans des petits vaisseaux lymphatiques qui ont été découverts comme entourant le cerveau et donc circuler dans les méninges, dans les vaisseaux lymphatiques autour du cerveau et également dans les plexus choroïdes qui sont des organes qui servent à produire le liquide céphalorachidien. Et il y a des expériences récentes, des études récentes qui ont montré que au niveau des plexus choroïdes sont logés un certain nombre de lymphocytes, donc de cellules immunitaires qui sont présentes là, qui pourraient aller influencer l'activité cérébrale. Alors, vous allez me dire, mais en général, il y a une barrière qui est bien connue, qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui fait que autour des vaisseaux sanguins qui sont dans le cerveau, il y a de grandes protections qui empêchent le transfert de grosses molécules comme peuvent l'être les hormones ou les cytokines. Alors effectivement, ça c'est un vaisseau sanguin. Vous voyez que l'endothélium vasculaire, les cellules endothéliales qui entourent les vaisseaux sanguins, sont normalement au niveau du cerveau reliées entre elles par des jonctions serrées qui empêchent le passage des cellules et qui empêchent le passage des grosses molécules. Et en plus de ça, il y a autour des vaisseaux des cellules gliales comme les astrocytes, les péricytes qui entourent le vaisseau sanguin et qui constituent une barrière supplémentaire. Alors ça, c'est vrai dans la plupart des vaisseaux sanguins du cerveau, mais malgré tout, il y a des zones du cerveau où cette barrière n'est pas aussi imperméable. Donc c'est le cas de ces endroits où je vous ai mis des petits cadres, là, des petits rectangles. Au niveau des méninges, par exemple, la barrière n'est pas aussi imperméable. C'est le cas également au niveau des plexus choroïdes dont je viens de vous parler, donc ces organes où est filtré le sang pour fabriquer le liquide céphalorachidien. Et à ce niveau-là, eh bien, les cellules immunitaires pourraient passer et les cytokines et les chimiokines pourraient passer. Et enfin, au niveau de l'hypothalamus, qui est étroitement lié à l'hypophyse dont je vous parlais tout à l'heure, qui va libérer des hormones dans le sang, il y a également une perméabilité plus importante qui permet le passage de certaines molécules chimiques. Et c'est grâce à ça que le cerveau peut être informé justement de la composition du sang, de la concentration en sucre, en lipides, en hormones, etc. C'est vraiment une porte d'entrée de l'information pour ensuite avertir tout le cerveau de l'état général de l'organisme. Donc, il existe quand même une possibilité d'accès au cerveau à partir de la périphérie. Et en particulier, dans des conditions pathologiques, on sait que la barrière hémato-encéphalique n'est pas aussi imperméable, que les jonctions serrées ne sont plus aussi efficaces et qu'il peut y avoir un passage de ces molécules, donc les cytokines et les chimiokines. Et comme je vous le disais, donc c'est ces molécules qui sont produites par les cellules du système immunitaire quand il y a une infection, une inflammation, les cytokines et les chimiokines, eh bien, une fois libérées, elles peuvent aller agir sur des récepteurs qui sont présents sur les neurones, aussi bien les neurones au niveau de leur corps cellulaire, là où est le noyau et où il y a les dendrites, les excroissances, l'arborisation de ces neurones, mais également au niveau présynaptique, c'est-à-dire les terminaisons nerveuses, également possèdent des récepteurs à ces cytokines et aux chimiokines.
Et donc, la conséquence, ça va vraiment être que les cytokines et les chimiokines vont aller influencer l'activité des neurones et de leur dialogue et perturber l'activité normale de ces réseaux de neurones. Alors là, je vous ai montré un petit peu en conditions pathologiques qu'est-ce qui pouvait se passer, en particulier quand il y a une infection, une inflammation, quand le taux de cytokine et de chimiokine devient élevé dans l'organisme. Eh bien, il y a une espèce de porosité qui se fait au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Il peut y avoir un passage d'informations qui se fait au niveau du cerveau et qui va perturber le fonctionnement des réseaux nerveux. Mais qu'est-ce qui se passe en conditions physiologiques? Est-ce que, en conditions physiologiques, le système immunitaire est capable d'influencer le système nerveux? Jusqu'à à peu près aux années 2000, on pensait que non. On pensait que cette barrière hémato-encéphalique était vraiment tellement forte qu'il ne pouvait pas y avoir de communication entre système immunitaire et système nerveux. Et on pensait que si jamais les lymphocytes rentraient dans le cerveau ou si jamais des molécules du système immunitaire rentraient dans le cerveau, c'était plutôt mauvais signe. Et c'était signe qu'il y avait une neuroinflammation et que c'était plutôt grave. Pourtant, en 2004, une équipe américaine, l'équipe de Kipnis, a montré que même dans des conditions physiologiques, le système immunitaire avait un rôle important à jouer, notamment dans les apprentissages, donc pour la plasticité du cerveau, pour l'apprentissage. Pour cela, ils ont utilisé un test qui est classique en comportement animal, c'est le test qu'on appelle le test de la piscine de Morris. Donc, je vais vous raconter brièvement de quoi il s'agit. Il s'agit d'une grande piscine dans laquelle on remplit d'un liquide opaque, donc par exemple du lait, de façon à ce que l'animal, la souris qu'on va mettre dedans, ne voit pas à travers. Et dans cette piscine, il y a une plateforme qui est sous l'eau et qui est cachée. Du coup, la souris ne la voit pas. Et cette piscine est entourée de repères visuels. Donc, sur les murs, on met des repères visuels pour que la souris puisse s'orienter dans l'espace. Et puis, on met la souris dans la piscine. Les souris n'aiment pas l'eau, donc elle va se mettre à nager et essayer de s'échapper de cette piscine. Et puis, donc, elle va nager un petit peu au hasard. Ici, on vous a représenté, par exemple, une trajectoire enregistrée d'une souris dans une piscine de Maurice. Et comme vous le voyez, la souris nage un peu au hasard. Et à un moment donné, par hasard, elle va découvrir qu'il y a une plateforme. Et là, elle se met dessus, elle est soulagée parce qu'elle n'aime pas nager. Et puis, on l'enlève de la plateforme. Et on refait ce test pendant plusieurs jours, pendant 4 jours. Et en fait, petit à petit, on s'aperçoit que la souris apprend l'endroit où se trouve la plateforme. Elle a des repères à l'extérieur pour bien se souvenir de bien repérer où est la plateforme. Et au bout de 4 jours, on s'aperçoit que la souris va directement à la plateforme. Elle a appris l'emplacement de la plateforme et au lieu de tourner en rond, elle va y aller directement. Donc là, je vous ai représenté la courbe d'apprentissage d'une souris, ici en bleu standard, une souris normale, white type, sauvage. Et vous voyez que jour après jour, la souris va de plus en plus vite rejoindre la plateforme. Ça, c'est le temps pour aller rejoindre la plateforme. Et ici, les jours d'apprentissage. Et ce qui est très donc là, c'était quelque chose de classique, hein, qui est déjà très utilisé en comportement animal. Mais là où Kipnis a fait une nouveauté, c'est qu'ils ont montré que chez une souris qui s'appelle Nude, qui est dépourvue de lymphocytes T, eh bien, voici la courbe d'apprentissage. Ce que vous voyez, en fait, c'est que la souris n'arrive pas à apprendre. Elle va, jour après jour, elle va continuer à tourner en rond et sa performance s'améliore à peine. Donc ça, c'était très surprenant parce que ça montrait que chez une souris qui n'a pas de lymphocytes T, eh bien, il y a des problèmes d'apprentissage. Donc ça suggère qu'il y a besoin de lymphocytes T pour pouvoir apprendre correctement. Et pour confirmer cela, ce qu'a fait Kipnis, c'est qu'il a injecté des lymphocytes T à ces souris nude. Bon, évidemment, ces souris, elles ont d'autres problèmes. Vous voyez qu'elles n'ont pas de poils, elles n'ont pas que le problème de ne pas avoir de lymphocytes T, mais bon, ça a été ensuite reproduit avec d'autres types de souris qui sont dépourvues de lymphocytes T. Et ce que vous voyez, c'est que quand on injecte des lymphocytes T à ces souris, eh bien, c'est la courbe vert pâle ici, on retrouve un apprentissage quasi normal, quasi équivalent aux souris sauvages. Donc ça prouve bien que c'était les lymphocytes qui étaient importants. Il n'y a pas d'autres problèmes de ces souris. C'est vraiment la présence de lymphocytes
qui est indispensable, qui est nécessaire pour qu'un apprentissage spatial puisse se faire correctement. Alors ça, c'était un peu une révolution parce qu'on s'est dit, ah bon, il faut un système immunitaire en état pour que l'apprentissage se fasse, et donc le cerveau interagit avec le système immunitaire et il y a besoin de lymphocytes pour apprendre correctement. Et la question, c'est comment ça marche? Donc là, maintenant, après, on va en reparler de cette histoire de lymphocytes, mais on va aborder maintenant l'autre aspect des choses, à savoir comment est-ce que le cerveau peut interagir avec le système immunitaire. On va voir qu'effectivement, le cerveau peut influencer le système immunitaire. Alors là encore, vous le savez, vous connaissez ces histoires d'effet placebo et effet nocebo. L'effet placebo, on vous donne une pilule, vous êtes convaincu que ça va vous aider, ça va vous guérir, même s'il n'y a rien dans la pilule, que c'est que du sucre ou même des molécules complètement inactives. Le fait de penser que ça va vous soigner, vous guérir, va vous faire aller tout de suite beaucoup mieux parce que en fait, votre cerveau va envoyer des messages à la périphérie, à votre système immunitaire, en le stimulant, et ça peut vous protéger de certaines pathologies et vous faire du bien. À l'inverse, l'effet nocebo, c'est le contraire. Si on vous donne une substance et vous êtes convaincu que ça va vous rendre malade, eh bien, vous pouvez vous rendre vraiment malade. Les symptômes sont là. Vous avez également entendu parler des maladies psychosomatiques. Donc, il y a vraiment une interaction importante entre psyché et soma. Quand on est déprimé, quand on est stressé, on va développer des symptômes qui sont de vrais symptômes, qui existent vraiment. Et là, je vous ai mis le livre de Michel Odoul qui aborde vraiment ces aspects psychosomatiques. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Donc, dans ce livre, il essaye de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on développe un symptôme à un endroit du corps plutôt qu'à un autre, et tout l'aspect symbolique que peut révéler ces endroits du corps où apparaissent les symptômes par rapport à notre inconscient collectif, par rapport à tous les archétypes qu'on peut avoir dans notre société. Et enfin, je vous ai mis la méthode Coué, Monsieur Coué, Émile Coué, qui il y a un siècle, disait « Tous les jours et à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux ». Et en se répétant que tous les jours, ça allait vraiment bien et de mieux en mieux, eh bien, il se protégeait d'un certain nombre de maladies et il allait effectivement bien. Donc, voilà, le fait de faire travailler son cerveau à des idées positives et être convaincu qu'on va aller mieux et mentaliser un certain nombre de choses peut aider à effectivement aller mieux. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, ça marche parce qu'en fait, le cerveau, comme on l'a vu déjà, envoie des nerfs en périphérie. Donc, il y a pas mal de systèmes moteurs, mais également ortho et parasympathiques, de nerfs qui vont aller innerver tout un tas d'organes. Donc là, je vous ai mis les deux systèmes, le système orthosympathique, qu'on appelle aussi sympathique tout court, à droite, qui innerve, vous voyez, les yeux, les glandes salivaires, les bronches, etc. Et de l'autre côté, le système parasympathique, qui innerve, vous voyez, les mêmes organes. Donc l'organisation de ces systèmes est un tout petit peu différente, à savoir que le parasympathique, vous voyez que le nerf va quitter la moelle épinière et il y a une synapse ici, un contact entre un neurone et un autre, proche de l'organe, alors que pour le système orthosympathique, c'est un petit peu différent. Vous avez la synapse, donc l'interaction entre les deux neurones, qui se fait à proximité de la moelle épinière, dans une chaîne de ganglions qui se situe là, les ganglions lymphatiques. Les ganglions sympathiques, pardon. Et donc, ces deux systèmes sont antagonistes. C'est-à-dire que le système orthosympathique ou sympathique est plutôt excitateur en général, alors que le système parasympathique est plutôt inhibiteur. Et en permanence, vous avez, si tout va bien, une balance entre les deux systèmes. Et par exemple, quand vous avez un stress aigu, c'est le système orthosympathique qui va prendre le dessus, et puis quelques temps après, le système parasympathique va contrebalancer et faire revenir à la normale, à un équilibre. Mais si vous êtes très calme, si vous pratiquez de la méditation, du tai chi ou du yoga, et que vous relaxez, à ce moment, c'est le système parasympathique qui va prendre le dessus. Et puis, vous allez avoir vos battements cardiaques qui vont ralentir, votre pression artérielle qui va ralentir, le contraire de ce qui se passe quand le système orthosympathique est activé.
Et donc, ces deux systèmes, vous le voyez, sont capables de réguler beaucoup d'organes, le fonctionnement de beaucoup d'organes. Et d'ailleurs, donc ça, c'est une façon aussi par laquelle le cerveau peut influencer le système immunitaire, car en effet, les ganglions lymphatiques sont innervés par les systèmes ortho- et parasympathiques qui émettent des projections jusque dans des ganglions lymphatiques. Donc, les cellules immunitaires vont recevoir des informations du cerveau, donc par exemple des neurotransmetteurs qui vont être libérés à proximité de ces cellules et pouvoir influencer leur fonctionnement. Alors, récemment, j'ai participé à une étude avec l'équipe du professeur Blancou à l'IPMC, où ils ont montré que la stimulation de certains des nerfs périphériques, notamment ici le nerf pancréatique, peut influencer l'activité des cellules immunes. Donc l'idée ici, c'était sur un modèle de diabète auto-immun chez la souris. Donc c'est des souris qui vont produire des anticorps qui vont détruire leurs îlots bêta du pancréas qui normalement produisent l'insuline, donc elles ne sont plus capables de produire l'insuline en temps normal. Chez ces souris, si on stimule le nerf pancréatique, donc c'est un petit peu acrobatique, il faut les opérer, mettre un stimulateur, une petite électrode stimulatrice sur le nerf pancréatique. Mais si on fait ça et qu'on les stimule régulièrement avec une certaine fréquence pour provoquer la libération de noradrénaline dans le ganglion lymphatique, donc là vous voyez que la stimulation en rouge va augmenter la libération de noradrénaline, qui est le neurotransmetteur libéré par ce nerf. Et la conséquence de ça est qu'au niveau des ganglions lymphatiques, les cellules immunes vont être retenues à l'intérieur des ganglions lymphatiques et donc elles ne vont pas exercer leur effet délétère de destruction des îlots bêta du pancréas, si bien que les souris vont survivre plus longtemps et développer moins de diabète. Donc vous voyez là qu'en agissant sur ces nerfs, on peut, soit en les stimulant en périphérie, soit simplement en faisant en sorte que le cerveau, par son activité, les stimule, on peut aller agir sur le système immunitaire. Et on connaît maintenant donc les voies, enfin certaines voies par lesquelles il peut y avoir cet effet du cerveau et des nerfs sur l'activité du système immunitaire. Donc comment ça marche? Mais en fait, les neurones, quand ils vont être stimulés, ils vont libérer différents neurotransmetteurs. Donc, comme neurotransmetteur, on a parlé de la noradrénaline tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être la dopamine, l'acétylcholine, le glutamate, etc. Et ces neurotransmetteurs, en fait, il a été montré récemment que plusieurs types de cellules immunitaires ont des récepteurs à ces neurotransmetteurs spécifiques. Donc, par exemple, il y a des récepteurs à la dopamine sur certains lymphocytes T. Il y a des récepteurs à l'acétylcholine sur des macrophages. Donc ça, c'est des études très récentes qui montrent comment le fait de stimuler le système nerveux va pouvoir influencer le système immunitaire. Alors, en plus de ça, les cellules immunitaires sont sensibles à l'environnement. Déjà, il faut savoir que les cellules immunes sont issues de cellules progénitrices qui sont totipotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent devenir n'importe quel type de cellules immunitaires selon l'environnement dans lequel on les plonge. Donc, quand je parle d'environnement ici, je parle d'un mélange de molécules chimiques dans lesquelles on les met. Donc, par exemple, ici, vous voyez une cellule non différenciée. Et si vous la mettez en présence de certaines cytokines, par exemple l'interféron gamma et l'interleukine 12 ici, eh bien cette cellule va se différencier en un certain type de lymphocytes T, qu'on appelle TH1. Ces TH1 sont utiles pour lutter contre les pathogènes intracellulaires et jouent un rôle dans l'auto-immunité. Et vous voyez que ces cellules vont produire un certain nombre de cytokines, donc ici l'interféron, l'IL2, etc. Et c'est intéressant parce que vous voyez que parmi les cytokines que va produire la cellule, il y a l'interféron gamma qui est nécessaire à sa propre transformation en TH1. Donc, il va y avoir un peu comme une boucle de rétroaction positive. Les TH1, une fois produits, vont encourager leur propre différenciation pour qu'il y en ait encore plus. C'est un petit peu la même chose pour les autres types de cellules. Vous voyez qu'en présence d'interleukine 4 et d'interleukine 2, cette même cellule qui aurait pu donner un TH1 va donner un lymphocyte T de type TH2 qui produit tout un autre cocktail de cytokines. Et même chose pour les Tregs, les lymphocytes T Tregs ont un rôle dans la tolérance immunitaire, la régulation des réponses immunitaires.
je ne vous ai pas dit, mais les lymphocytes TTH2 ont un rôle dans les allergies, l'asthme et la lutte contre les parasites. Et puis, enfin, en présence de TGF-bêta, d'interleukine 6, etc., les cellules progénitrices vont se transformer en TH17, un autre type de lymphocyte T. Donc, vous voyez que selon le cocktail dans lequel va se trouver, selon l'environnement local, la soupe dans laquelle va se trouver la cellule, elle va se transformer en différents types cellulaires qui vont pouvoir intervenir pour lutter contre différentes situations, pour intervenir dans différentes situations. Or, on a vu que le cerveau peut envoyer des molécules chimiques sous la forme de neurotransmetteurs via les nerfs en périphérie, jusque dans les systèmes lymphatiques. Eh bien, il n'est pas absurde de penser que selon les pathogènes auxquels nous sommes exposés, selon l'environnement dans lequel on se trouve, le cerveau qui capte un petit peu tout cet environnement par nos sens, qui réalise dans quel environnement on se trouve, pourrait réagir différemment en envoyant différents neurotransmetteurs qui pourraient influencer le système immunitaire afin de mieux répondre à tel ou tel danger ou telle menace selon l'endroit auquel on est exposé. Si on est en train de faire du jardinage, par exemple, on peut être exposé à certaines bactéries. Si on est en train de se baigner dans le Gange, c'est évident qu'il y a beaucoup de parasites et de microbes présents là, etc. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de démontré encore scientifiquement, mais c'est une hypothèse de travail que peut-être notre organisme, au cours de l'évolution, aurait développé des protections qui feraient que le système nerveux pourrait informer le système immunitaire de l'environnement de façon à anticiper des réponses adaptées. Donc là, dans cette partie suivante, je vais justement m'intéresser à ce rôle que peut avoir l'environnement sur ces interactions entre cerveau et système immunitaire. Et on va avoir deux conditions un petit peu opposées. La première condition, c'est une condition plutôt négative, le stress. Donc, voilà, le stress négatif. Et dans la deuxième partie, on va parler d'un stress positif qui est ce que j'ai appelé l'environnement enrichi, l'enrichissement de l'environnement. Alors, pour parler d'abord de stress négatif, bien, vous savez tous que quand vous êtes soumis à un stress aigu, il y a une phase d'alerte, il y a une réponse immédiate de notre organisme qui va correspondre à une accélération du rythme cardiaque et respiratoire. Si vous avez une grande peur, votre cœur va s'accélérer, votre rythme respiratoire s'accélère, la bouche devient sèche, vous allez vous mettre à transpirer, vous allez rougir, vous tremblez, parfois vous avez envie de vomir. Tout ça va contribuer à mobiliser tous vos sens, mobiliser tous vos muscles pour pouvoir échapper à un danger. Donc, c'est une réponse qui est adaptée, qui vous permet de très rapidement échapper à un danger. Et en général, après cette phase d'alerte, quand le danger a disparu, eh bien, tout revient à la normale assez rapidement. Et donc, c'est un effet qui doit être transitoire. Mais parfois, soit s'il y a un stress répété, soit si le stress dure de manière chronique, eh bien, il n'y a pas cette retombée, ce retour à la normale. Et les hormones de stress vont rester élevées dans le sang. Et ça va créer un certain nombre d'effets négatifs. D'abord une phase de résistance, puis une phase d'épuisement. Et alors, on observe tout un tas de troubles, des troubles digestifs, des troubles du sommeil, des troubles musculo-squelettiques, des troubles cardiovasculaires et même la dépression. Bon, en effet, les hormones de stress agissent à tous les niveaux de l'organisme. Et si elles sont trop élevées dans le sang de manière chronique, elles vont provoquer au niveau du cerveau une neuroinflammation et au niveau du système immunitaire, vont rendre le système immunitaire moins efficace. La conséquence de ça, c'est qu'un stress chronique qui a été mal géré peut générer un certain nombre de troubles qui peuvent aller de l'asthme à on peut attraper plus facilement des rhumes, des grippes ou le Covid. On peut attraper plus facilement des maladies cardiaques. On peut attraper des ulcères de l'estomac. On peut développer des stress post-traumatiques, des maladies de peau, la dépression et même des cancers. Alors, ça, c'est l'effet d'une mauvaise gestion du stress. Et c'est dû au fait qu'en fait, les
les molécules du stress, qui sont l'adrénaline, le cortisol, qui sont libérées dans le sang, vont rester pendant très longtemps à des niveaux trop élevés dans le sang. Et normalement, lorsqu'il y a un stress aigu, il y a un retour à la normale très rapide parce que ces hormones de stress exercent un rétrocontrôle au niveau du cerveau et vont diminuer leur propre production. Mais si le stress se maintient en permanence, les récepteurs à ces hormones de stress qui normalement exercent le rétrocontrôle se désensibilisent. Ils n'ont plus l'effet qu'ils devraient avoir. Et la conséquence est que les hormones de stress vont être libérées dans le sang en continu et la concentration va s'élever, s'élever, s'élever et du coup baigner tout l'organisme de ces hormones qui ne devraient pas être là en permanence et provoquer tous ces troubles. Alors à l'inverse, nous au laboratoire, on s'est intéressé à un stress qu'on appelle positif. Ce stress positif, c'est ce qu'on appelle l'environnement enrichi. Et je vais d'abord vous parler d'un travail qu'on a fait chez la souris. Donc les souris de laboratoire, la plupart du temps dans les animaleries, elles sont gardées dans des cages qu'on appelle standards, qui sont des petites cages où elles sont 4 ou 5 par cage. Et grosso modo, elles n'ont rien à faire dans la cage que boire et manger. Elles ont de la nourriture et un biberon d'eau pour boire, mais elles n'ont rien à faire de particulier. Alors nous, on s'est intéressé à un modèle chez la souris où on leur propose des plus grandes cages, où elles sont plus nombreuses dans la cage, environ 10 à 15 par cage. Puis c'est un petit peu Luna Park pour la souris. Vous voyez qu'elles ont plein d'occupations, elles ont des roues d'exercice, donc elles ont une activité physique volontaire en permanence à disposition. Elles ont également plein de jouets dans la cage qu'on renouvelle 2 fois par semaine de façon à ce qu'elles ne s'habituent pas à ces jouets et qu'elles soient tout le temps stimulées. Et donc, grâce à ces jouets, on stimule leurs activités cognitives et leur exploration. Et enfin, comme elles sont plus nombreuses dans la cage, eh bien, on stimule leurs interactions sociales et elles vont reconstituer une hiérarchie comme elles pourraient l'avoir dans la nature. Et donc, elles sont en permanence stimulées. Alors, les conséquences de cet enrichissement de l'environnement sur la souris sont multiples. Il y a des conséquences au niveau immunitaire. Par exemple, leur réponse immune est augmentée. Par exemple, si on les vaccine, la durée de protection par un vaccin est augmentée pour le vaccin contre la grippe, par exemple. Également, si on les injecte avec des métastases de cancer, eh bien, elles développent beaucoup moins de cancer, voire pas du tout, alors que les souris contrôles vont développer tout de suite des cancers. Elles sont moins dépressives, moins anxieuses, elles ont moins de maladies neurodégénératives, et puis on peut observer que leur masse grasse est inférieure, et donc ça va avoir pour conséquence de diminuer l'inflammation, et elles ont moins de risques cardiovasculaires et moins de risques d'accidents vasculaires cérébraux. Donc un ensemble de conséquences vraiment bénéfiques sur la périphérie. Et qu'est-ce qui se passe? Donc si on regarde différents types de pathologies et qu'on compare des souris élevées en milieu standard par rapport à des souris enrichies, eh bien on s'aperçoit que les souris élevées en milieu enrichi ont des avantages pour plein de pathologies, les accidents vasculaires cérébraux, la dépression, l'épilepsie, des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou de Huntington, la sclérose latérale amyotrophique, les traumas crâniens, la trisomie, etc., le cancer, le diabète et l'addiction. Donc, ça a vraiment un effet global, forcément, puisque ça va stimuler le système immunitaire. Et donc, ça a des effets généraux sur un ensemble de pathologies. Évidemment, quand les souris sont en environnement enrichi par rapport à l'environnement standard, elles vont faire plus de sport, donc elles recrutent leurs muscles, leur système cardiovasculaire, leur système respiratoire, elles font circuler la lymphe dans l'organisme, donc il y a un ensemble d'effets globaux. Et il y a également des effets au niveau du cerveau, et donc c'est ce qu'on a voulu montrer, ce à quoi on s'est intéressé. On s'est intéressé aux effets de l'environnement enrichi sur la plasticité du cerveau de nos souris. Et donc on a comparé les cerveaux de souris élevées en cage standard à des souris élevées dans des cages enrichies. Et dans des cages enrichies, du coup, elles stimulent leur système visuel, leur système moteur, leur système cognitif, leur système somatosensoriel. Donc, toutes les aires cérébrales vont être recrutées.
Et les conséquences que nous avons observées, nous et d'autres groupes qui ont étudié également ces souris, c'est que on observe que les neurones au niveau du cerveau de souris enrichi ont des morphologies différentes des souris standards. Elles font beaucoup plus de connexions, les neurones font beaucoup plus de connexions entre eux. Et la conséquence de ce développement plus important des neurones dans le cerveau fait que la taille de certaines aires cérébrales est modifiée, notamment la taille d'une aire très importante dans l'apprentissage et la mémorisation, et en particulier l'apprentissage spatial. On a vu tout à l'heure la piscine de Maurice. Eh bien, on sait que des souris qui ont des déficits au niveau de cette structure qu'on appelle l'hippocampe ne peuvent plus réaliser la tâche dans la piscine de Maurice. Eh bien, on a vu que les souris qui sont élevées en environnement enrichi ont un hippocampe plus développé que les souris élevées en environnement standard. Donc, on s'était intéressé plus particulièrement à cet hippocampe, donc une structure double, hein, droite et gauche, dans le cerveau de la souris. Là, vous voyez le cerveau de souris, c'est les bulbes olfactifs, donc la partie la plus antérieure. Et la souris, elle a un cerveau plat, hein, puisqu'elle a la tête à l'horizontale. Et là, à l'arrière, ce serait son cervelet. Et là, tout ce que vous voyez au-dessus, c'est le cortex de la souris. Et donc, si on fait une coupe et qu'on regarde l'hippocampe de ces souris ici, eh bien, vous avez cette petite structure qui est comme ça un petit peu enroulée. C'est pour ça qu'on l'appelle hippocampe. Ça ressemble à l'animal marin. Et cet hippocampe contient donc différentes couches de cellules nerveuses, de neurones. Et on peut regarder au microscope ces cellules, compter le nombre de cellules qu'on observe, compter les contacts entre ces cellules, essayer de comprendre, enregistrer également ces neurones pour essayer de comprendre les modifications observées entre souris élevées en environnement enrichi et souris élevées en environnement standard. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'était que le volume de cet hippocampe augmente chez les souris enrichies par rapport aux souris contrôle, mais également leur neurogénèse, c'est-à-dire que dans cette petite structure de l'hippocampe qui est connue pour être une structure qui toute la vie peut permettre l'apparition de nouveaux neurones. Alors, vous allez me dire, en général, on pense qu'une fois qu'on a atteint l'âge adulte, on ne fabrique plus de nouveaux neurones. Donc c'est vrai, globalement, sauf au niveau de cette petite structure, où apparemment toute la vie, tant qu'il y a des apprentissages spatiaux qui vont se faire, il peut y avoir encore genèse, apparition de nouveaux neurones dans cette toute petite structure qui s'appelle le gyrus denté de l'hippocampe. Donc il y a des petits neurones granulaires là qui vont en permanence se reformer et incorporer différents réseaux de neurones. Eh bien, ce qu'on a montré, c'est que chez les souris enrichies, il y a beaucoup plus de neurogénèse, presque 2 fois plus que chez les souris élevées en environnement standard. On a également pu montrer qu'il y avait une augmentation de la synaptogénèse, c'est-à-dire la formation de nouvelles synapses, qu'il y a beaucoup plus de nouvelles synapses qui se forment chez les souris élevées en environnement enrichi que chez les souris contrôle. Et il y a plus de plasticité synaptique, c'est-à-dire que la force des synapses est plus variable, elle peut plus facilement augmenter ou diminuer beaucoup plus rapidement que chez les souris élevées en milieu standard. Et la conséquence chez les souris, c'est un meilleur apprentissage, une meilleure mémorisation, une meilleure circulation également du sang, forcément, puisqu'elles font plus d'exercices, donc du coup, elles ont un meilleur apport de nutriments et une meilleure élimination des déchets, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, un ensemble d'avantages. En plus, elles ont plus d'interactions sociales, donc elles vont stimuler différentes aires cérébrales. Tout le cerveau va être recruté. Alors, pour en revenir aux interactions entre système nerveux et immunitaire, là, on a vu les conséquences de l'environnement enrichi sur le cerveau, mais il y a également un rôle important joué par le système immunitaire. Et au laboratoire, on a fait une expérience qui montre que, effectivement, les lymphocytes sont indispensables à l'apprentissage et aux effets bénéfiques que peut avoir l'environnement enrichi. Donc, pour montrer ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé une stratégie de déplétion. On a détruit les lymphocytes T des souris. Pour cela, on a injecté des anticorps déplétants qui peuvent dépléter sélectivement tous les lymphocytes T dans le sang des souris. Donc, on a fait ça avec 2 sous-populations de lymphocytes T, les lymphocytes T qu'on appelle CD4, qui sont ceux qui expriment une protéine qui s'appelle CD4 à leur surface, et les lymphocytes T qui s'appellent CD8, qui sont ceux qui expriment plus CD8 à leur surface, peu importe. Donc, le principe, c'est qu'on a injecté ces anticorps déplétants de façon à ce que toute la durée de l'expérience,
pendant toute la période où les souris sont en environnement enrichi, elle n'est pas de lymphocyte T. Et on a utilisé 2 types de groupes, donc des souris qui étaient élevées en environnement standard pendant 4 semaines et des souris qui étaient élevées pendant 4 semaines en environnement enrichi. Et au bout des 4 semaines, on a regardé d'une part l'efficacité de la déplétion et d'autre part, on a évalué la plasticité hippocampique de ces souris. Donc, on a regardé l'hippocampe et on a regardé est-ce que c'était différent des souris élevées en environnement enrichi avec ou sans lymphocytes, comparé à des souris élevées en environnement standard. Donc, voilà les résultats qu'on a obtenus. Donc ici, il s'agit d'une déplétion des lymphocytes T CD8, ceux qui expriment la molécule CD8 à leur surface. Mais on a également vu des effets quand on déplète sélectivement les lymphocytes CD4. Donc, ce qu'on a vu tout d'abord, c'est que quand on enlève les lymphocytes T CD8, eh bien, la taille de l'hippocampe diminue. Donc, il faut des CD8 pour qu'il y ait une taille d'hippocampe importante chez les souris enrichies. On a regardé la neurogénèse, donc cette genèse de nouveaux neurones au niveau du gyrus denté de l'hippocampe. Donc là, vous voyez en bleu ce qui se passe pour des souris élevées en milieu standard. En rouge, c'est ce qui se passe chez des souris élevées en milieu enrichi. Donc comme vous le voyez, le nombre de cellules qui vont être nouvellement formées, de cellules qui sont nées au moment de l'expérience, est beaucoup plus élevé chez les souris élevées en environnement enrichi que chez les souris standards, plus du double. Donc, elles font plus de nouveaux neurones. Mais si on leur enlève les lymphocytes TCD8, bien qu'elles soient en milieu enrichi, c'est la barre orange, vous voyez que ça diminue grandement la neurogénèse pour la ramener pratiquement au niveau des souris standards. Ce qui signifie qu'il faut des lymphocytes TCD8 qui soient présents et qui soient efficaces pour permettre ces effets bénéfiques de l'environnement enrichi. S'il n'y a pas de lymphocyte T, on peut bien mettre les souris en environnement enrichi, elles n'en bénéficient pas au niveau de leur neurogénèse. C'est la même chose pour la spinogénèse, c'est-à-dire la genèse de nouvelles épines dendritiques. Vous voyez qu'en milieu enrichi, elles forment plus d'épines dendritiques et c'est significatif au niveau statistique. Et si on déplète les lymphocytes T, eh bien, vous voyez que ça ramène à un niveau pratiquement équivalent au niveau des souris standards. Et donc, elles ne bénéficient pas des avantages d'être élevées en milieu enrichi. Enfin, si on regarde l'activité spontanée électrique des neurones, donc ça, on peut l'enregistrer avec des électrodes et tout un appareillage compliqué par les techniques qu'on appelle des techniques de patch clamp, par exemple. Et donc là, on a enregistré l'activité électrique des neurones. On voit qu'elle augmente grandement quand les souris ont été élevées en environnement enrichi. Mais si on a déplété les lymphocytes, eh bien, on annule ces effets bénéfiques de l'environnement enrichi. Donc, tous ces résultats ont été obtenus par un étudiant en thèse que j'ai encadré il y a quelques années, Adi Zarif, et elles ont été publiées dans des revues scientifiques. Et depuis, il y a également d'autres équipes qui s'intéressent aux effets des lymphocytes sur le fonctionnement du cerveau. Ces effets ont des conséquences également au niveau comportemental. Donc là, c'est les travaux de Sarah Nicolas, qui était une autre étudiante doctorante au laboratoire. Et Sarah a montré que dans différents tests comportementaux, les effets bénéfiques de l'environnement enrichi disparaissaient quand on avait pré-traité les souris avec des anticorps déplétants des lymphocytes CD8. Donc les souris sans lymphocytes ne bénéficiaient pas des avantages de l'environnement enrichi. Donc je vais brièvement vous décrire les différents tests. Le test qu'on appelle black and white ou clair-obscur, c'est un test où on met une souris dans un environnement sombre et on va comptabiliser le temps passé par la souris dans la lumière. Les souris sont un peu inquiètes quand il y a de la lumière, donc plus elles sont anxieuses, plus elles vont rester dans le noir, et plus elles sont curieuses et moins anxieuses, plus elles vont oser s'aventurer dans la lumière. Comme vous le voyez, des souris élevées en environnement enrichi sont moins anxieuses puisqu'elles passent beaucoup plus de temps à la lumière, mais cet effet est complètement réversé quand on leur enlève les lymphocytes TCD8, bien qu'elles aient été élevées en milieu enrichi. Deuxième test, le test dit de l'open field ou champ ouvert. Là, c'est un petit peu la même histoire. Normalement, les souris, elles vont être timides, donc elles vont surtout longer les bords de l'open field. Et parfois, elles vont oser s'aventurer dans le centre de l'open field. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré le temps passé par les souris au centre de l'open field. Et comme vous le voyez, les points rouges ici, les souris élevées en environnement enrichi, vont passer beaucoup plus de temps
au centre de l'open field. Elles sont moins timides, moins inquiètes, moins anxieuses. Et ceci est complètement réversé quand on leur enlève leur lymphocyte TCD8. Donc, pour pouvoir bénéficier pendant 4 semaines des effets de l'environnement enrichi, elles ont besoin d'avoir un système immunitaire efficace. Et enfin, dernier test, c'est un test qui s'appelle l'alimentation supprimée par la nouveauté. Donc là, l'idée, c'est qu'on affame un petit peu les souris de façon à ce qu'elles aient faim au moment où on les met dans l'open field, dans l'environnement, ici éclairé. Là encore, c'est un environnement un peu hostile parce qu'il est à la lumière. Et donc, on met la souris dans un coin et on regarde le temps qu'elle met à aller manger sa croquette. Vous voyez que les souris élevées en milieu standard mettent 200 secondes avant d'oser aller manger la croquette qui est au milieu de l'open field, alors que les souris élevées en environnement enrichi, elles y vont direct. Elles n'ont pas de scrupules, elles ont faim, elles y vont, elles n'ont pas peur. En revanche, vous voyez que la latence pour aller se nourrir des souris qui ont été déprimées de lymphocytes, qui n'ont plus de lymphocytes TCD8, eh bien, elle équivaut à celle qu'on a chez les souris standards. Donc, elles n'ont pas bénéficié de l'environnement enrichi. Donc, tout ça vous montre que, d'une part, enrichir l'environnement va diminuer l'anxiété, augmenter la curiosité, augmenter la plasticité des neurones, etc. Mais également qu'il faut une bonne interaction entre système nerveux et immunitaire pour que tout ça fonctionne. Donc, évidemment, on s'est demandé quels pouvaient être les mécanismes. Comment est-ce que les lymphocytes peuvent agir au niveau du cerveau pour permettre un effet efficace de l'environnement enrichi. Donc, on n'a pas complètement la réponse à toutes ces questions, mais ce qu'on a pu voir, c'est que les lymphocytes T sont présents au niveau de ces structures dont je vous ai parlé tout à l'heure, les plexus choroïdes, qui vont filtrer le sang pour produire du liquide céphalorachidien, cérébrospinal, hein, qui est à l'intérieur du cerveau dans des ventricules cérébraux, mais également dans la corde spinale, c'est ce qu'on appelle, quand vous faites une ponction lombaire, hein, c'est ce liquide qu'on vous prélève, le liquide céphalorachidien. Et donc, il est produit à ce niveau-là et il circule d'abord dans ce canal spinal et ensuite il fait le tour au niveau des méninges qui entourent la moelle épinière et il remonte dans les méninges autour du cerveau et il est réabsorbé au niveau de sinus veineux. Et donc, il est en permanence renouvelé à peu près 3 fois par jour. Et ce qu'on a pu observer, c'est que les lymphocytes, il y en a pas mal qui sont parqués au niveau des plexus choroïdes, qui sont localisés là. Et donc, on pense qu'en libérant certaines molécules chimiques ou par contact avec les cellules épithéliales qui bordent le plexus choroïde, elles pourraient exercer une influence. Il y en a également qui sont présentes sur la bordure du ventricule cérébral. Donc, tout à proximité des cellules nerveuses, et en particulier l'hippocampe, est juste à côté des ventricules. Donc, il est bien placé pour pouvoir subir une influence des lymphocytes T. Et donc, dans une autre étude qu'on a faite avec ce même étudiant, Adi Zarif, on a pu montrer que la présence des lymphocytes influence les transporteurs à certaines hormones, en particulier les hormones thyroïdiennes. Donc, tant que les lymphocytes sont présents, le transport des hormones thyroïdiennes se fait correctement. Et les hormones thyroïdiennes, on le sait, interviennent dans la maturation des neurones et le développement des neurones et l'établissement des synapses, etc. Donc, il y aurait un rôle permissif de ces lymphocytes pour permettre un bon fonctionnement harmonieux du système nerveux et donc un effet positif et bénéfique de l'environnement enrichi. Et en absence de ces cellules, les effets de l'environnement enrichi ne pourraient plus avoir lieu. Donc, vous voyez le rôle très étroit qu'il peut y avoir entre système nerveux et système immunitaire, et en particulier dans le contexte de l'environnement enrichi. Donc, pour finir, je vous mets un petit peu un résumé de ce qui se passe chez ces souris élevées en environnement enrichi. Donc, par rapport à l'environnement standard, les souris qui sont élevées en environnement enrichi, elles vont avoir une activité cérébrale accrue, puisque leur cerveau fonctionne tout le temps en permanence un peu plus que les souris élevées en environnement standard, puisque voilà, leurs neurones moteurs, sensoriels, tous les réseaux impliqués dans les interactions sociales vont être tout le temps stimulés. Et donc, cette activité cérébrale accrue, on sait maintenant qu'elle va induire la libération par les neurones eux-mêmes de facteurs qu'on appelle neurotrophiques, qui vont aider à nourrir les neurones et à les faire fonctionner mieux
par exemple le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, un facteur qui va permettre la maturation des neurones, mais aussi d'autres facteurs comme l'IGF-1, le VEGF-alpha, etc. Donc, un ensemble de facteurs qui, quand les neurones sont actifs, sont libérés et permettent le meilleur fonctionnement de ces neurones. Un autre exemple, les systèmes endocrines. Quand les souris sont en environnement enrichi, eh bien, elles sont un peu stressées. C'est un stress positif, mais c'est quand même un stress bénéfique. Mais ça va leur faire libérer des hormones de stress au moment où elles sont actives, comme la corticostérone, la noradrénaline, des hormones thyroïdiennes. Et ces hormones, on l'a vu, vont jouer sur la mise en place des neurones de l'hippocampe. Un autre exemple, le tissu adipeux. Ces souris, comme elles font de l'exercice, elles ont moins de gras, leur tissu adipeux va être réduit. Et on sait que les cellules graisseuses, les cellules de tissu adipeux blanc notamment, produisent des molécules. Quand le gras est vraiment gonflé, quand les cellules adipeuses sont très remplies, après avoir mangé très gras et si elles font peu de sport, comme ça se passe en environnement standard, eh bien, le tissu adipeux va libérer des molécules comme la leptine, ou d'autres adipokines qui sont pro-inflammatoires. À l'inverse, des souris qui vont faire du sport et qui vont avoir moins de tissu adipeux, les cellules adipocytaires vont se ratatiner et on sait que quand elles ne sont pas gonflées complètement, quand elles sont un petit peu réduites, elles libèrent une autre hormone qui s'appelle l'adiponectine. Et je vais vous en parler tout à l'heure. L'adiponectine a des propriétés anti-inflammatoires au niveau du cerveau notamment, et des propriétés antidépressives et anxiolytiques, qui pourraient expliquer en partie tous les effets qu'on a vus en environnement enrichi. À l'inverse, des souris qui font de l'activité dans la roue d'exercice, par exemple, vont être beaucoup plus musclées que des souris élevées en environnement standard, et on sait que l'activité musculaire va permettre de libérer des molécules comme des endorphines, qui vont diminuer le seuil de douleur, qui vont faire que l'on se sent bien, moins anxieux, mais également d'autres types de molécules, comme par exemple au laboratoire, on a montré qu'il y avait un peptide libéré par les muscles en activité qui, lorsqu'il est clivé, va avoir des propriétés antidépressives. Il y a une molécule équivalente qui a été appelée la spadine, qui était à l'étude comme antidépresseur, avec des brevets déposés, etc. Les souris élevées en environnement enrichi vont avoir une meilleure circulation. Leur cœur va battre plus vite quand elles sont actives. Ça va stimuler l'apport de nutriments, l'élimination des déchets. Elles vont manger plus également, mais éliminer plus. Donc, du coup, elles ont un bon apport nutritif. Et puis, leur système immunitaire est stimulé, du coup, comme on l'a montré. C'est des souris qui, si on les vaccine, le vaccin dure plus longtemps. Elles développent moins de cancer si on leur injecte des métastases, etc. Donc, elles ont un système immunitaire plus efficace. Les lymphocytes, les macrophages sont plus efficaces. Par exemple, dans le cas des vaccins, les lymphocytes T mémoire vont survivre plus longtemps chez les souris enrichies que chez les souris élevées en milieu standard. Voilà, et au niveau des cytokines et des chimiokines que ces cellules immunes libèrent, ce ne sont pas les mêmes. Il y a plus de molécules anti-inflammatoires. Donc, on est dans un état moins réactif, moins inflammatoire que chez les souris standards. Et enfin, il y a des expériences récentes qui montrent que leur microbiote intestinal est modifié également dans le sens d'une meilleure digestion et de moins d'inflammation. Et tout ça a des conséquences au niveau du cerveau. Ici, je vous ai mis en particulier l'hippocampe qui nous a intéressés, mais c'est vrai aussi dans d'autres structures cérébrales, pour aboutir à plus de neurogénèse, de synaptogénèse, une meilleure plasticité synaptique. Et on a vu également les cellules gliales qui ont un rôle important, et également une meilleure angiogénèse, c'est-à-dire qu'il y aura une meilleure irrigation par les vaisseaux sanguins de toutes ces régions du cerveau, et avec des effets sur la barrière hémato-encéphalique et le plexus choroïde, qui est apparemment une zone clé de l'interaction entre système immunitaire et système nerveux. Donc voilà un petit peu des résultats qu'on a obtenus au laboratoire sur les effets de l'environnement enrichi. Et donc un dernier exemple que je vais vous donner, c'est cet exemple de l'adiponectine.
dont je vous ai parlé, qui est produit par le tissu adipeux blanc, lorsque ce gras occupe moins de volume, on va dire, donc l'adiponectine est libérée. Et cette adiponectine, au laboratoire, l'équipe de Agnès Petit a pu montrer qu'il y a des récepteurs à cette adiponectine dans le cerveau, en particulier au niveau de l'hypothalamus, et que lorsque l'adiponectine est présente, eh bien, elle va diminuer l'inflammation au niveau du cerveau. Les microglies, donc ces petites cellules gliales qui ont un rôle de défense au niveau du cerveau, vont adopter un profil moins inflammatoire, ce qui est bénéfique pour le cerveau et qui va diminuer à la fois la neuroinflammation et l'anxiété et la dépression. On sait en effet que quand il y a un stress chronique, les personnes souvent deviennent très anxieuses et dépressives, et cela s'accompagne d'une neuroinflammation dans le cerveau. Donc, présence de molécules inflammatoires qui vont perturber l'activité des réseaux de neurones. Donc, le fait de faire du sport, également d'enrichir son environnement d'une manière plus générale, va permettre à cette adiponectine d'exercer des effets qui vont s'opposer aux effets du stress. Alors, je vous ai beaucoup parlé de la souris, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il en est chez l'homme et à quoi pourrait correspondre un environnement enrichi chez l'homme? Bien, voilà un petit peu mon avis sur tout ce qu'il faudrait faire pour avoir une vie bien équilibrée et bien enrichie. Bien sûr, une alimentation équilibrée, bien sûr, le respect des rythmes biologiques, un bon sommeil. On sait par exemple que pendant le sommeil, on élimine tout un tas de déchets parce que les réseaux de neurones, les neurones fonctionnent dans un autre mode, ils se ratatinent un petit peu et donc les fluides qui sont autour de ces neurones vont occuper plus d'espace et augmenter l'élimination des déchets par une meilleure circulation autour des neurones. Donc c'est vraiment important de respecter un bon sommeil. Également, donc, des activités physiques, hein, puisque là, on va faire agir ses muscles, on va diminuer la masse grasse, hein, avec tous les bénéfices dont je vous ai parlé, hein, les muscles, libération d'endorphines, et puis la masse grasse qui diminue, libération d'adiponectine, par exemple. Donc ça, c'est aussi des pratiques qui vont augmenter l'activité du système sympathique, orthosympathique. Donc, augmentation de l'activité cardiaque, du rythme respiratoire. Donc, on va faire un peu le Karcher dans les artères. C'est important d'avoir des moments où on augmente son activité cardiaque, on entraîne son muscle cardiaque. À l'opposé, c'est important également de développer des activités type méditation, yoga, qigong, tai chi, sophrologie, qui sont des activités au contraire qui vont activer le système parasympathique. Et donc, dans ces moments-là, vous avez un grand calme, vous allez ralentir votre rythme cardiaque, être dans un bien-être, et donc ça va reposer quelque part tout votre organisme. Et c'est important d'avoir des moments où on stimule le système orthosympathique et d'autres moments où on stimule le système parasympathique. Également, toutes les activités cognitives et artistiques, par exemple la lecture, le chant, la musique, les groupements de paroles, le jeu, tout ça va contribuer à stimuler toutes vos aires cérébrales. Alors en particulier, le chant et l'activité musicale ou la danse sont des pratiques qui vont faire appel à la fois au sens, à la fois vous permettre d'avoir une bonne synchronisation de vos mouvements, de travailler sur l'équilibre, sur l'écoute, sur les interactions sociales, si vous jouez par exemple dans un orchestre ou si vous dansez avec d'autres danseurs ou si vous faites du théâtre. Donc, c'est vraiment des activités qui sont très utiles pour enrichir votre environnement. Je vous ai mis également interaction sociale, les massages, le toucher joue un rôle important chez l'humain et donc c'est vraiment important de le développer. Et puis, je vous ai mis la psychologie positive, la gratitude, le pardon, l'humour, le rire, l'amour. Tout ça, il y a maintenant des études scientifiques très sérieuses qui montrent que ça fait du bien d'éprouver de la gratitude. On libère je vais vous en parler dans un instant, mais on peut libérer des molécules au niveau du cerveau qui nous font du bien quand on éprouve ce genre de sentiments.
Je vous ai mis également le jardinage. Alors, c'est pas seulement anecdotique, mais bon, c'est sûr que quand vous faites du jardinage, vous êtes déjà en plein air, dans la nature, vous respirez du bon air pur, etc. Mais en plus de ça, vous remuez la terre et récemment, il y a des études qui ont montré que dans la terre, il y a des petites bactéries, des mycobactériums qui, en étant inhalées, vont libérer des molécules qui sont antidépressantes. Donc, encore une fois, le fait de faire du jardinage, vous pouvez vous sentir mieux parce qu'il y a tout un tas d'interactions également avec d'autres organismes de l'environnement qui peuvent vous faire du bien. Donc, voilà un petit peu un tableau de tout ce qu'on peut envisager de faire pour enrichir son environnement, mais bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif. Et l'idée, c'est vraiment de challenger son cerveau sans qu'on aboutisse à un stress négatif. Donc, il faut trouver un bon équilibre entre des activités, mais pas trop de fatigue, et également des activités qui ne vous mettent pas dans un état de stress négatif. Donc, trouver un bon équilibre. Mais en revanche, si vous atteignez un niveau d'apprentissage où l'activité ne vous procure plus aucun challenge, peut-être aller chercher quelque chose de nouveau, une nouvelle langue étrangère ou un nouveau sport ou une nouvelle activité cognitive pour vraiment en permanence stimuler et challenger votre cerveau. Alors, chez l'homme, il y a différentes méthodes d'études qui permettent maintenant d'enregistrer de façon non invasive l'activité cérébrale. Donc, par exemple, la magnétoencéphalographie, la tomographie par émission de positons ou l'IRM fonctionnel. Et ces méthodes d'imagerie et également l'électrophysiologie, donc ici je vous ai mis l'électroencéphalographie. Donc là, il s'agit de mettre des électrodes à la surface du scalp et d'enregistrer l'activité de surface qui résulte de l'activité de tous les réseaux de neurones sous-jacents. Et en fait, donc, toutes ces méthodes permettent de voir quelles sont les aires cérébrales qui s'activent quand on fait différents types d'activités. On peut également utiliser des électrodes profondes, par exemple chez des patients épileptiques qu'on a opérés, et on peut comme ça enregistrer également, cette fois de façon invasive, l'activité de quelques neurones. On voit ici l'activité des potentiels d'action de ces neurones. Enfin, toutes ces techniques permettent un petit peu de se rendre compte que quand on fait différents types d'activités, on va recruter différentes aires cérébrales. Par exemple, quand vous avez des activités visuelles, c'est surtout le cortex occipital, le cortex visuel ici, qui va s'activer, même si d'autres aires vont être aussi impliquées. Quand vous êtes en train de toucher, c'est surtout ces aires-là qui sont activées. Les aires motrices sont par ici. Quand vous écoutez de la musique, c'est surtout ces aires-là. Et les aires de la créativité et de l'intention, c'est surtout les aires préfrontales. Alors évidemment, c'est très schématique hein, et c'est beaucoup plus complexe que ça au niveau du cerveau, tout est distribué. Mais grosso modo, l'idée est que si vous avez un environnement enrichi autour de vous, si vous enrichissez votre environnement enrichi, vous allez faire travailler toutes vos aires cérébrales et créer beaucoup de réseaux et beaucoup de connexions entre différentes parties de votre cerveau et donc créer plus de possibilités d'apprentissage. Plus on apprend, plus on va créer de ponts entre les différents réseaux et augmenter nos possibilités d'apprentissage. Donc, je vous donne un exemple, l'exemple du sport. Quels sont les bienfaits du sport pour le cerveau? On a vu évidemment qu'il y a des bienfaits cardiovasculaires, vous allez augmenter votre force, votre souplesse, ça c'est sûr, vous allez augmenter votre circulation sanguine, et ça c'est bénéfique pour le cerveau, parce que du coup, vous avez une meilleure oxygénation, vous avez un sentiment d'être plus éveillé après avoir fait du sport, vous augmentez votre mémoire et les apprentissages sont facilités. Votre activité cérébrale est augmentée également quand vous faites du sport, puisque vous avez une meilleure communication entre les cellules cérébrales, la communication va être améliorée, vous avez une meilleure acuité mentale, vous améliorez votre équilibre, votre motricité, votre coordination. Le cerveau va produire plus de facteurs de croissance, ce qui permet aux cellules de mieux se développer. Voilà, donc le sport permet également de libérer, on a vu au niveau des cellules musculaires, certains facteurs comme les endorphines et au niveau des cellules grasses, des adipocytes, de l'adiponectine qui vont vous permettre de vous sentir heureux, joyeux, positif pour plusieurs heures après la fin de l'exercice et qui vont diminuer la douleur également. Et enfin, le sport peut même soulager la dépression légère chez certaines personnes et peut permettre de réduire les médicaments habituellement utilisés pour traiter la dépression. Et maintenant, donc les médecins, quand ils voient venir une personne dépressive légère, en première intention, ils lui prescrivent du sport, avant même de lui prescrire des médicaments.
et il y a moins d'effets secondaires. Donc, c'est quand même vraiment utile de utiliser l'environnement enrichi pour lutter contre la dépression. Je vous ai parlé de la gratitude également. Donc, il y a des études scientifiques qui ont montré que le sentiment de gratitude, le fait d'éprouver de la gratitude, de dire merci simplement, va nous faire libérer de la dopamine au niveau de l'aire tegmentale ventrale, notamment, qui est une zone impliquée dans les systèmes de récompense. Donc, ça nous fait éprouver du plaisir de dire merci, et ça peut nous également avoir des effets bénéfiques sur notre activité cérébrale. Enfin, les effets de la méditation sur le cerveau. Donc, il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent, donc c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais il y a des études scientifiques qui ont été faites notamment par le groupe d'Antoine Lutz à Lyon, qui a d'ailleurs mis en place un diplôme universitaire de méditation à l'intention des soignants. Et donc, j'ai suivi ce diplôme universitaire qui est très intéressant. Et donc, ils ont fait des expériences avec des gens qui sont des méditants expérimentés, comme par exemple Mathieu Ricard, qui a bien voulu se prêter aux expériences en mettant ici un casque d'électroencéphalographie et qui a également fait de l'IRM. Donc, ces méditants expérimentés ont l'avantage de pouvoir très rapidement basculer d'un état vigilance à un état méditatif. Donc, c'est souvent de la méditation de pleine conscience, donc ils sont extrêmement attentifs à leur respiration. Et dans ces méditations, le cerveau adopte d'autres modes de fonctionnement, notamment avec d'autres ondes. Il y a beaucoup d'ondes alpha, des ondes différentes. Et donc, les études montrent qu'après une longue pratique de la méditation, on observe vraiment des changements au niveau du cerveau. Par exemple, un épaississement de la paroi du cerveau, une accélération de la transmission de l'influx nerveux, une augmentation de la réserve cognitive, c'est-à-dire qu'il y a plus de connexions qui se sont faites entre les différents neurones, qui font qu'il y a beaucoup de voies possibles que peut emprunter le cerveau pour faire une même tâche, des voies parallèles. Donc, au cas où il y aurait des lésions cérébrales, ça aurait moins d'impact parce qu'il y aurait d'autres chemins possibles, utilisables pour faire la même tâche. Donc ici, on vous montre ce qui se passe avant la méditation et pendant la méditation. Vous voyez que l'activité cérébrale n'est pas la même. Et même chez des gens inexpérimentés à qui on fait faire ne serait-ce que 4 semaines de méditation à raison d'un quart d'heure, une demi-heure de méditation par jour, on observe déjà des changements notables au niveau du cerveau. Donc, notre cerveau a l'avantage d'être plastique, même à l'âge adulte. Alors, c'est surtout vrai évidemment chez l'enfant, et plus on vieillit et plus c'est difficile d'obtenir une bonne plasticité du cerveau. Mais malgré tout, on a quand même la chance de pouvoir toujours jouer sur cette plasticité cérébrale jusqu'à la mort. Et donc, en étant en permanence actif dans des environnements enrichis, on peut ralentir les processus de vieillissement, on peut se maintenir en santé et favoriser cette interaction entre système nerveux et système immunitaire. Voilà, donc en conclusion, on a vu les importants liens entre le corps et l'esprit. Et on a vu que voilà, c'est un petit peu dommage de compartimenter, de regarder d'un côté le système nerveux, de l'autre côté le système endocrine, de l'autre côté le système immunitaire, parce que tout ça interagit en permanence et interagit avec l'environnement. Donc, c'est important maintenant d'aller vers des visions plus globales, plus holistiques du corps et de son environnement. On a vu que c'était vraiment important d'être à l'écoute de notre corps, de façon à retrouver une vie saine et équilibrée en accord avec notre nature. Alors, on est dans un contexte un petit peu difficile pour enrichir notre environnement à l'heure actuelle, puisque voilà, au niveau culture, on n'a plus accès au cinéma, on n'a plus accès au spectacle. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles d'accès. Mais cela dit, on peut toujours trouver un moyen, même chez nous, d'enrichir notre environnement. On peut apprendre un nouvel instrument de musique, une nouvelle langue, lire de nouveaux livres. Voilà, on peut découvrir une nouvelle discipline. On peut faire quand même chez soi un peu de sport. Que ce soit du yoga, par exemple, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. On peut aller faire un footing. Il y a toujours moyen d'enrichir son environnement. Et vous avez vu à quel point c'est crucial de le faire pour maintenir notre système immunitaire en bonne santé. En plus, bien sûr, d'une alimentation saine et équilibrée où on prend des vitamines, voilà, beaucoup de fruits et légumes
de façon à avoir un apport important en vitamines comme la vitamine C, la vitamine D, dont on sait qu'elle peut nous permettre de stimuler notre système immunitaire. Donc un ensemble de mesures qu'on peut prendre, même quelle que soit la circonstance, de façon à stimuler notre cerveau, mais sans stress. Il faut toujours ne pas basculer dans le stress négatif qui, on l'a vu, peut au contraire avoir des effets délétères. Et voilà, donc pour terminer, je voulais juste vous signaler que j'ai écrit un petit livre qui est paru récemment, Comment enrichir son environnement pour aller mieux, où je reprends un petit peu toutes ces notions avec beaucoup de références bibliographiques, scientifiques, etc. C'est un livre vraiment destiné au grand public, donc accessible à tous, où je donne quelques pistes sur comment faire pour enrichir notre environnement. Et puis, je voulais profiter de cette conférence pour vous dire que je mets en place actuellement une étude pour essayer de valider une pratique, ou invalider, enfin tester en tout cas, les effets d'une pratique non médicamenteuse qui s'appelle la méthode Kertan sur le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH chez l'enfant. Et je suis à la recherche de dons pour financer cette étude scientifique. À l'heure actuelle, c'est difficile de trouver des financements pour des études non médicamenteuses. On trouve assez facilement de financement pour tester un médicament contre placebo. Mais pour ce genre d'études non médicamenteuses, c'est plus compliqué. Et pourtant, je pense que c'est vraiment intéressant, cette idée qu'il puisse y avoir un moyen non médicamenteux sans avoir recours aux psychostimulants, au méthylphénidate pour soigner ces enfants atteints de TDAH. Il y a beaucoup d'enfants qui ont ce trouble, de plus en plus, presque 10%. Donc, si on pouvait trouver une méthode qui permette de résoudre ce trouble sans faire appel aux médicaments, il me semble que c'est vraiment important. Donc, j'essaie de mettre en place cette étude. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par le email et puis je vous expliquerai comment faire si vous souhaitez faire un don. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que j'ai su maintenir votre attention pendant toute cette conférence. Ce n'est pas évident comme ça par visioconférence, mais c'est mieux que rien par les temps qui courent. Et j'espère qu'on aura le plaisir de se voir de visu prochainement à la médiathèque, dès que la situation sanitaire se sera un petit peu apaisée. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et d'avoir assisté à cette conférence jusqu'au bout. Donc bien sûr, je ne peux pas répondre aux questions, mais si vous avez des questions vraiment urgentes, vous pouvez m'écrire sur cet email et je tenterai d'y répondre. Ou sinon, vous pouvez voir peut-être trouver la réponse dans le livre. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère à bientôt. Et portez-vous bien, enrichissez bien votre environnement. Au revoir.